Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, donc nous allons être en direct, je ne sais pas à quel moment ça on va le voir, mais on va être en direct en même temps sur Facebook. Alors, je mets mon téléphone pas loin. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à vous les poser. Hein, vous allez souvent me voir tourner la tête. Alors, aujourd'hui, je suis Laurence Thénault. Je vais commencer parce que je ne me présente jamais. Donc, je vais me présenter. Je suis Laurence Thénault. Je suis thérapeute, je suis très exactement énergéticienne quantique et alchimiste de l'âme et j'accompagne les personnes à aller mieux dans leur vie et à trouver leur voie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie, que je connais depuis quelques années. Et ça me tenait vraiment à cœur de recevoir donc Sophie Reich, euh, parce que le sujet qu'elle va aborder, c'est un sujet par lequel nous allons tous passer un jour. Et autant l'aborder avec la paix et la sérénité. Et Sophie va nous expliquer tout ceci. Donc, Sophie, bienvenue. Merci. Merci Est-ce pour ton que, invitation. écoute, avec grand plaisir, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, qui je suis? Je suis Sophie. Aujourd'hui et depuis quelques années, je suis adjointe de direction dans un EHPAD. Donc ça, c'est mon métier. Je suis en formation, je termine ma formation pour être doula de fin de vie ou Tana doula. Comme on a envie. Donc voilà qui je suis. Que dire d'autre? Peut-être parler un petit peu de mon parcours. Je n'ai je n'ai aucune. C'est une grande première pour moi, l'accompagnement de fin de vie. Je ne pensais pas effectivement en être là aujourd'hui. Si on remonte à quelques années en arrière, et tu le sais bien, Bah donc oui. on a fait du chemin, on en reparlera peut-être après pourquoi, mais voilà, on a fait du chemin, j'ai fait du chemin, et oui, aujourd'hui, je me destine effectivement à accompagner les personnes en fin de vie, mais aussi leurs proches et leurs familles. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier? Alors, écoute, déjà, quelques petits prérequis, je dirais. J'ai un parcours assez atypique depuis toute petite, et là, on va aller sur le côté un peu spirituel. Depuis toute petite, effectivement, voilà, il m'arrive certaines choses, des contacts défunts, pas mal de petites choses qui font que je me suis posé des questions pendant des années, en fait, sur tout ce que je vivais. Je me suis beaucoup questionnée sur, voilà, pourquoi tout ça? Quel serait mon parcours, mon chemin de vie? Et puis, il y a eu une évidence. Il y a 2 ans de ça, j'ai connu un deuil. Mon beau-père est décédé, voilà, l'évidence a été là, sur l'accompagnement, la nécessité d'être présent auprès des gens, et de pouvoir faire en sorte que ce moment qui en soi est douloureux puisse se faire dans de la bienveillance et tout en douceur, et pas dans le non-dit, et pas dans la douleur, et pas dans la peur. Voilà. Donc ça a été une évidence il y a 2 ans de ça, et je me suis dit: «OK, l'accompagnement, oui, c'est bien, mais quoi? Comment? Comment se former?» Voilà, parce que moi je suis une pure administrative, je suis pas du tout soignante. Voilà, donc comment faire? J'ai été mis en contact avec l'Institut de doula de fin de vie, et Marie-Christine Laville, donc qui propose des formations ici en France.
Et donc, j'ai eu la chance, voilà, d'intégrer le groupe et de démarrer la formation de doula de fin de vie qui se termine là bientôt, puisque la semaine prochaine, lundi, nous avons notre certification et voilà, je devrais être certifiée doula de fin de vie bientôt. Sachant que tu n'as pas que ça, tu as aussi un autre accompagnement que tu as fait un petit peu avant. Oui, alors, disons que même si voilà, je n'étais pas encore certifiée et diplômée doula, bien évidemment, oui, j'ai commencé en parallèle parce qu'à un moment donné, bah, les choses se présentent et il faut bien se jeter à l'eau. Donc oui, j'ai accompagné effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner un couple dont le mari était en fin de vie sur une période. Et ça m'a donné effectivement, ça m'a donné la chance de pouvoir participer à ça, de pouvoir être présent auprès d'eux et de pouvoir vivre ce moment qui est fort et qui est intense, même si ça a été un accompagnement en distanciel, mais ça a été quand même des moments assez intenses et des moments forts. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ça. En parallèle, aussi au sein de l'EHPAD dans lequel je travaille, bien évidemment, oui, j'ai commencé aussi auprès de quelques résidents cette forme d'accompagnement, même si les résidents en question ne sont pas en fin de vie. Mais on y reviendra après parce que l'accompagnement n'est pas forcément que sur de la fin de vie. J'ai eu la chance aussi, oui, de pouvoir commencer un accompagnement au sein de l'EHPAD où je travaille. D'accord. Bah, justement, j'allais te poser la question, à quel moment commence cet accompagnement? À quel moment on Alors, peut se dire on vient vers toi? d'une manière générale, effectivement, on peut faire appel à la doula de fin de vie quand le patient apprend effectivement qu'il est en phase terminale et qui va être en fin de vie. Donc, où la famille peut nous solliciter, mais bien évidemment, on ne fera rien sans l'accord du patient. Voilà. Et donc, c'est là où commence notre intervention, à être présent. On va déterminer avec le patient ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il attend de la doula. Donc, ça peut être effectivement être présent pour moi, je suis au clair avec la mort, j'ai pas de souci avec ça, mais mon entourage a plus de difficultés, donc ça va être un support pour l'entourage. Ça va être aussi peut-être m'aider à organiser mes funérailles, mon départ, que ce soit sur la partie administrative, que ce soit sur la partie organisation des obsèques, avoir les obsèques que j'ai à mon image. Mais ça peut être aussi être présent aussi après pour mon entourage en termes de soutien. Ça peut être aussi en termes administratifs parce qu'on sait très bien quand on a un décès, il y a pas mal de choses à gérer, des papiers, etc. Enfin, pas mal de choses à mettre en place. On est souvent perdu dans tout cet amas administratif. Et la doula aussi peut être présente à ce moment-là et peut être sollicitée. Voilà. Donc, d'une manière générale, voilà comment peut commencer la prise en charge. Maintenant, après, au sein d'institutions comme au sein des EHPAD, mon accompagnement peut être autre. Pour te donner un exemple, j'ai été amenée à accompagner et je continue encore. Je peux avoir un résident, par exemple, qui se rend compte qu'il perd la mémoire et de plus en plus. Et donc, c'est quelque chose qui va l'angoisser beaucoup, qui va l'inquiéter. Et on peut travailler. Alors, bien évidemment, je travaille toujours en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, mais je peux l'aider effectivement à travailler sur sa perte de mémoire pour essayer de faire en sorte de ralentir le processus. Voilà, sous forme d'exercice, sous forme de discussion, en allant piocher aussi dans les souvenirs. Voilà, donc ça, c'est un exemple.
parmi tant d'autres, parce qu'après, voilà, il y en a d'autres, hein. J'ai un autre exemple où j'ai un résident qui, sa femme a des troubles cognitifs, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, quelque part, il fait le deuil aussi de sa femme pour apprendre à vivre avec une nouvelle femme. Voilà. Donc ça aussi, c'est un échange qu'on a et on discute beaucoup de tout ça et on apprend, voilà, à travailler là-dessus. Donc voilà quelques D'accord. petits exemples qui fait que l'accompagnement de la doula peut être effectivement très varié. C'est ça qui est chouette parce que on n'est pas que forcément sur la mort, même si la mort, attention, et j'insiste là-dessus, fait partie de la vie, bien évidemment. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, du coup, on est bien d'accord que tu peux très bien accompagner des personnes qui ne sont pas malades. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est important aussi que ça soit compris parce que souvent, quand on entend Tana Doula, on a une tendance à penser que c'est juste pour les personnes malades et vraiment à la fin, alors qu'en fait, tu peux être bien en amont et Tout accompagner la à fait. personne tout en douceur. Arriver bien avant, oui. À partir du moment où la personne, si effectivement, la personne apprend sa maladie, il y a aussi toute une démarche, et une acceptation, et on peut aussi effectivement travailler là-dessus. Et pour elle et pour les proches, bien évidemment. Oui, ça Parce me que je semble. rappelle qu'on intervient pour le malade, mais on intervient aussi pour les proches. Oui, je me souviens. Mmh. Je me souviens. Et à quel moment, parce que si la personne, je vais dire partante, n'a pas spécialement, ne ressent pas spécialement besoin d'être accompagnée, mais que sa famille le ressent ce besoin pour sa propre, pour la famille, pour elle-même, je parle. Est-ce que ça, c'est faisable? Ou est-ce que dans ces cas-là, toi, tu préfères, tu gardes ton pas de réserve et tu te mets un peu en arrière? Comment ça se... Alors moi, j'ai eu le cas déjà où effectivement, la personne qui est le malade, quelque part, lui, n'y voyait pas d'intérêt, d'être accompagné, n'en avait pas besoin. Mais en revanche, il estimait qu'il y avait le besoin pour sa compagne, par exemple. Voilà. C'est ma Donc clientèle. là, effectivement, l'échange s'est fait beaucoup avec la compagne. Voilà. C'est effectivement l'accompagnement, là, c'est fait plus pour la compagne que pour le mari qui, lui, allait décéder. D'accord. Et comment dire? Est-ce que toi, tu peux, si la personne, elle décide, par exemple, de partir, de se faire accompagner dans son départ, mais pas que par une, doula de fin de vie, mais qu'elle décide d'être dans l'assistas, comment on appelle ça? Dans une mort assistée. Mmh. Si c'est à l'étranger, est-ce que tu suis? Ou est-ce que toi, tu restes en France? Ou comment ça se passe? Est-ce que tu... Alors, j'avoue que le cas ne s'est pas encore posé. Maintenant moi, dans mon idée, comment moi je conçois l'accompagnement, heu, moi, en fait, je suis entière. Donc je me dis: «Un accompagnement se fait vraiment de A à Z». On reviendra après, voilà, je réexpliquerai comment moi je conçois bien cet accompagnement-là. Mais effectivement, si demain quelqu'un, décide, parce qu'ici en France, effectivement, on ne peut pas le faire, mais quelqu'un décide, de pouvoir mettre en place un suicide assisté et donc du coup, de partir à l'étranger, parce que je suppose que c'est là ta question, de Oui, c'est partir là à ma l'étranger, question, ouais. voilà, pour pouvoir, et souhaite effectivement ma présence à ses côtés, bien évidemment, je ne me vois pas dire, puisque, voilà, on va déterminer de toute façon au départ, il y a comme un contrat qui se crée entre le malade et moi-même, bien évidemment. Il y a un contrat qui se crée et on détermine les besoins. Donc, bien évidemment, oui, je serai présente à ses côtés et je le soutiendrai jusqu'au bout. D'accord, donc même s'il change d'avis, tu es toujours là en soutien, en support, Bien évidemment, puisque je le rappelle, ce qui est important et ce qui va rester au cœur de cet échange, c'est bien évidemment le malade et ses désirs. d'accord.
Et donc, comme tu disais, on va en venir après. Vas-y, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ils peuvent prendre contact avec toi? Comment ça se passe? Alors, pour le moment, en fait, étant donné que je ne suis pas encore installée et certifiée, c'est vrai que pour le moment, voilà, je n'ai pas communiqué à ce niveau-là. Je n'ai pas encore, voilà. Je pense que je vais incessamment sous peu, une fois que je serai certifiée, je communiquerai là-dessus. Alors, dans un premier temps, via les réseaux. J'ai pour but effectivement de créer ma micro-entreprise et pour pouvoir exercer librement en tant que Tanadoula, puisque là maintenant à aujourd'hui je ne peux pas encore le faire. Faut attendre demain, Voilà, enfin, faut attendre la semaine prochaine. c'est ça. C'est ça. Donc oui, je communiquerai à ce niveau-là via les réseaux et je donnerai mes coordonnées pour que les gens qui sont intéressés puissent effectivement me contacter et qu'on Voilà. puisse démarrer un travail. Après, s'il y a un besoin, vous pouvez aussi passer par moi et je vous transmettrai volontiers les coordonnées de Sophie, hein. Il n'y a aucun souci, ça s'est déjà produit. Est-ce que tu préfères quoi comme terme, Tanadoula ou doula de fin de vie? Eh ben, écoute, moi, si tu me demandes de choisir, j'avoue que mon cœur penche plus vers Tanadoula que doula de fin de vie. Mais après, effectivement, la doula de fin de vie parle peut-être plus. Alors, je sais pas, parce que c'est quelque chose qui est assez quand même méconnu en France. On connaît la doula de grossesse, oui, mais c'est vrai que la doula de fin de vie arrive tout doucement. En France, commence à se faire connaître. Voilà, donc il y a quand même, il y a eu quand même quelques certifiés. Les formations ont démarré. C'est quelque chose qui est plus connu dans d'autres pays comme la Suisse, le Canada, l'Angleterre. Voilà, ça vient des pays anglo-saxons, donc c'est quelque chose qui est très développé en Suisse, mais en France, ça reste encore un peu tabou, un peu méconnu. Après, il faut dire que la mort est un sujet tellement tabou aussi en France et C'est tellement ça. compliqué que voilà. Mais à force d'en parler, on y arrive. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des organismes qui en parlent beaucoup, comme Happy End, comme voilà. Il y a des petites choses qui se mettent en place un peu partout dans plein de régions. Bon, Happy End a mis en place des apéros de la mort, donc je sais pas si les gens connaissent, mais voilà, ça permet, ça bouscule. Alors le terme fait peur, mais ça bouscule aussi des choses et ça permet aux personnes de se rencontrer lors d'un apéro, qui est quand même un moment convivial, et de pouvoir parler en toute liberté, sans tabou et en toute bienveillance, et ben, du sujet qu'est le deuil et du rapport qu'on peut avoir tous à la mort. Oui, surtout qu'il n'y a pas que le deuil parce que justement, je suis un peu allée regarder leur site parce que j'avais surtout vu les goûters, moi. Je n'avais pas vu les apéros, j'avais surtout vu les goûters. Et j'avais vu que voilà, vraiment, tous les sujets sont abordés. Ça va de comment ça se passe le départ, la toilette, Oui. enfin, vraiment, tout est vraiment abordé. Et Mm. c'est vraiment quelque chose, enfin, à mon sens, qui est extrêmement tabou parce que même quand on pose les questions, quand on est en parce que malheureusement, ma belle-mère est partie par les soins palliatifs. Euh, quand on est là, on ne nous donne pas toutes ces infos, en fait. Et Non, c'est pas qu'on tu est les curieux de et pourtant savoir, mais c'est tellement important, c'est tellement important. Alors, tu sais, je vais te raconter une petite anecdote puisque on a mis en place là au sein de l'EHPAD où je travaille là très récemment, hein, on a démarré, on a appelé ça goûter mortel. Et on a ouvert, donc c'est un espace un peu comme les apéros de la mort dont je parlais là tout à l'heure. C'est lors d'un goûter, on a ouvert un espace donc aux résidents, aux salariés et aux familles, et on se réunit autour d'un goûter plutôt sympa, et on a démarré la fin mai et on a décidé le premier goûter mortel, de parler de l'accompagnement de nos résidents, de ce qu'ils souhaitaient en termes d'accompagnement, comment on annonce les choses, est-ce qu'ils souhaitent qu'on annonce les choses, comment on accompagne le corps du résident défunt qui quitte l'établissement, parce que souvent
dans pas mal d'établissements, ben, c'est plutôt caché, on sort par la petite porte, etc. Bon, nous, chez nous, on a la chance, effectivement, que le résident, il rentre par la grande porte, mais il ressort aussi par la grande porte. Mais voilà, donc il y a pas mal de petites choses, les rituels, comment on va honorer sa mémoire. Donc, on a abordé tous ces thèmes-là. Et il y a encore du boulot, donc on en a d'autres encore qui sont programmés au rythme de tous les 2 mois à peu près. Et ben, lors du premier goûter mortel, on a été hyper surpris, agréablement surpris, puisqu'une soignante présente a posé la question aux résidents présents, est-ce que vous aimeriez savoir qu'est-ce qu'on fait de votre corps quand vous êtes décédé? La toilette mortuaire, comment ça se passe? Eh ben, écoute, là, on a eu un grand oui. Oui, on a besoin de savoir. Oui, on aimerait savoir, on serait curieux. Et donc là, cette soignante a expliqué, mais clairement, a expliqué ce qui se passait. Et ben, elle a eu un grand merci. Un grand merci d'avoir pris le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on faisait nous, résidents, quand on n'est plus là et qu'on décède. Que devient notre corps? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on prend soin de nous? Et voilà. Donc, en fait, un sujet qui peut paraître, c'est vrai, hyper tabou et hyper choquant parce qu'on peut se dire, mais oh, mince, comment on va pas raconter aux gens qu'est-ce que je fais de toi une fois que tu es décédé? Enfin, c'est glauque, voilà, il y a plein de termes comme ça qui sont employés. Bah non, finalement, les gens ont besoin de savoir. Ah oui, Et tout simplement, voilà. Mais au même titre que voilà, l'annonce au sein des EHPAD quand un résident décède, oui, ils ont besoin de le savoir, sans, sans mots précis, sans, voilà, tout ça en disant les choses tout simplement. oui, pas dire il est monté au ciel. Mmh, c'est ça. Et est-ce que tu as des tabous, là, que tu souhaiterais lever, là? Vu que tu es avec nous, qu'il y a des choses que tu sais que nous ne sait pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais lever, en douceur, bien sûr, parce que tu es quelqu'un de très doux? J'essaye. Si, si, si. Bah, écoute, en termes de tabou, déjà, on a parlé d'un gros tabou, qui est la mort. Moi, j'espère, et je sais que plein de gens travaillent d'arrache-pied. J'ai cité Happy End tout à l'heure, mais je sais que voilà, il y a d'autres organismes et d'autres qui travaillent là-dessus et qui essayent de rendre ce sujet moins tabou et peut-être plus agréable à vivre parce que, bah oui, la mort fait partie de la vie, autant que ça se passe en douceur. Donc ça, c'est un gros tabou. Et puis après, peut-être aussi le après. Le après, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, pour moi, en tout cas, j'estime qu'il y a et j'y crois et je pense qu'il y a une continuité, que la mort ne s'arrête pas là. Oui, notre corps physique s'éteint, mais là, pour moi, ça ne s'arrête pas là et ça continue et on part vers autre chose, vers une autre vie. Voilà, donc peut-être que voilà, ça aussi, faire en sorte qu'aujourd'hui ça ne soit plus un tabou. On le constate, beaucoup de livres sont écrits et même voilà, Christophe, je pense à Christophe Fauré. Enfin, on met aujourd'hui à jour et à nu le fait que souvent sur les divans des psys, on peut parler du après et qu'il existe sûrement quelque chose après la mort, oui. Alors surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, même si vous nous regardez en replay. Posez-nous des questions. Alors, je me tourne parce que mon téléphone est à côté. Il faut que je prenne l'habitude de regarder en face. N'hésitez pas à nous poser des questions, même si c'est après. On vous répondrait. Vous nous mettez un hashtag replay, puis vous mentionnez Sophie ou moi-même, et puis on essaiera de vous répondre. Voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est important. Alors moi, j'avais une question un peu particulière, euh, parce qu'il y a des fois, il y a des morts traumatiques euh, et soudaines. Je parle d'accidents, d'attentats. Mmh. Euh, Est-ce que dans ces cas-là, tu peux aussi accompagner les familles ou pas du tout? Ou dans ces cas-là, toi, tu passes la main? Alors, oui, moi, si la famille me le demande, oui, je peux l'accompagner, mais je vais aussi vérifier effectivement
qu'il y a un accompagnement psychologique derrière s'il y a nécessité. Parce que, attention, en aucun cas, je suis psychologue ou psychiatre, ou voilà. L'accompagnement que fait la doula est non médical. D'accord, ça c'est important parce que justement, C'est important de le rappeler parce que c'est vraiment une intervention non médicale. Voilà. On peut travailler en lien quand on est dans des instituts comme moi en EHPAD, on va travailler en lien avec les thérapeutes et avec l'équipe soignante et voilà, avec tous ces thérapeutes et soignants qui existent au sein de l'institution. Mais en aucun cas, on se substitue à cet accompagnement médical. d'accord. Donc, même si, parce que là, c'est vrai qu'actuellement, je travaille en maison de retraite, oui, de retraite, en EHPAD. Si la personne partante, alors je ne me souviens jamais du nom de ton emploi, on excuse. Si la personne partante, en fait, est en soins palliatifs, hein, tu peux aller en soins palliatifs et pareil, discuter avec les équipes médicales, etc. Oui. En fait, c'est effectivement c'est le patient qui va vouloir ton accompagnement en tant que doula ou la famille. Et effectivement, du coup, étant donné que la famille te le demande ou le patient, oui, tu peux aller au chevet du patient même s'il est hospitalisé et donc l'accompagner comme il le souhaite. D'accord. Moi, c'est vrai que ce qui me posait vraiment beaucoup de questions, c'était, voilà, comme c'était avec les personnes plus âgées. Mm. Le palliatif me posait question et puis vraiment le départ des personnes, suite à des traumas, tu vois, les accidents, des blessures par balle ou voilà, des choses comme il y a très peu de temps. Voilà, moi ça me posait vraiment question parce que je pense que les gens, ne connaissent pas non plus le champ d'activité d'une Oui, le champ Canadoula. d'action, oui. Mais bien évidemment, si on a un décès brutal, un accident, je sais pas, un accident de la route ou autre qui fait que, voilà, donc on n'a pas pu effectivement accompagner le défunt puisque il est parti, mais reste l'entourage et reste la famille et c'est vrai que dans le cadre d'un décès brutal, on n'a pas eu le temps de pouvoir dire au revoir, pouvoir être présent au chevet de notre proche qui nous a quittés. Donc oui, forcément, c'est quelque chose qui est encore plus douloureux, même si, enfin, tout décès est douloureux, mais dans le vécu, c'est totalement différent. Donc oui, là, la famille peut lever la main et dire, bah oui, moi j'ai besoin d'aide et j'ai besoin voilà, j'ai besoin de partager et d'évacuer et oui, on peut être présent. Mais comme on peut être présent, enfin là, moi je parle de résidents, je parle de personnes âgées, mais parce que je travaille dans ce milieu. Mais la doula de fin de vie ne se limite pas qu'aux personnes âgées. On peut accompagner des jeunes enfants, on peut accompagner des plus jeunes, des moins jeunes, enfin voilà. D'accord. Est-ce que Après, chaque doula, en fait, va décider de qui elle accompagne et comment elle l'accompagne. Au même titre que, je disais tout à l'heure, effectivement, on est présent bien avant le départ de la personne, pendant et après. Mais quand je parle de pendant et après, je parle aussi, par exemple, de la toilette mortuaire, etc. Donc ça, tu peux l'intégrer dans tes accompagnements. C'est un service qu'on peut proposer. On n'est pas obligé. C'est voilà, c'est aussi comment, ce que toi tu as envie en tant que doula, ce que tu as envie, comment tu conçois l'accompagnement et ce que tu as envie de proposer ou pas. oui, ça va être à ton ADN après. Exactement. Et du coup, quand tu les accompagnes, vous parlez spiritualité ou pas? Parce que Alors, tout le monde n'a pas oui, cet bah, accueil à la spiritualité, mais pour ceux qui alors l'ont, on s'adapte bien évidemment à la personne qu'on accompagne. Mais on s'adapte en termes de spiritualité, oui, mais comme en termes de religion, en fait. C'est un accompagnement qui, à la base, est totalement laïque, mais bien évidemment, oui, on va se mettre en phase avec et on va respecter la religion de la personne. alors là, on vient d'avoir une question concernant l'avortement. Ah, Alors, il faut juste que je la retrouve, la question.
qu'elle vient de passer. Et alors, comme la technique et moi, nous sommes très amis, n'est-ce pas? Si je vous perds, je vous reprends. Ah oui, alors la question, une personne qui avorte, est-ce qu'elle peut faire appel à toi pour vivre mieux ce moment? Alors, oui, parce que quelque part, c'est aussi un deuil, le fait, le fait de perdre ce bébé. Donc oui, on peut faire appel à la doula, oui, pour pouvoir mieux vivre le moment, oui. D'accord. Que ça soit un avortement ou une perte, parce que bon, il n'y a pas toujours que des Oui, ou une avortements, hein, il y a perte, des oui, ou une perte aussi, spontanés, hein. brutale, ouais. D'accord. Et pour les animaux? Parce qu'il y a des personnes qui perdent leurs animaux. Oui. Donc, toi, tu Et ben oui, la doula aussi, encore une fois, est présente, effectivement. Alors, ah, il y a aussi, après, je veux pas, parce que il existe aussi aujourd'hui des accompagnants spécialisés dans le deuil animalier. alors D'accord? là, c'est le deuil. Mais moi, je parle, tu Oui, vois, quand dans le deuil. l'animal va tu sais que l'animal est gravement malade, ben, L'accompagnant du deuil animalier aussi peut intervenir effectivement auprès du maître à partir du moment où le maître, oui, constate bah, mon chat ou mon chien, enfin, ou peu importe, hein, est gravement malade et effectivement, voilà, on sait que ça va être bientôt la fin. Ou est atteint d'une maladie grave, mais pas forcément pour l'instant en fin de vie, mais voilà, on ne sait pas. Oui, il peut faire appel à la doula, oui, effectivement. Euh, L'accompagnement et le deuil, j'ai envie de dire, n'est pas que chez les humains, n'existe pas que chez les humains et, euh, et existe aussi chez l'animal. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans notre société, notre animal prend une place importante dans nos vies. Mm. ben, souvent, c'est nos enfants. C'est nos enfants, ils font partie de la famille, hein, mais si on les a pas mis au Exact, centre, voilà, ils font partie, ils ont vraiment leur place dans toutes les exactement. familles. Et puis comme avant. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous dire d'autre, nous partager? Euh, Eh ben, écoute, bah, par exemple, tu vois, si on fait nos indiscrets, s'il y a des hommes, euh, qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire, nous conseiller? Ben voilà, la personne est partie. Quel est un petit rituel qu'on peut faire? Où elle s'apprête à partir? Qu'est-ce que tu conseilles de dire? alors moi ce que je conseille, c'est enfin, ce qui est important, c'est d'être le plus sincère possible avec la personne. Et c'est vrai que c'est à double sens parce que des fois on n'ose pas trop, on n'ose pas trop dire les choses parce que bah, pour pas faire de la peine, pour pas blesser, pas faire de la peine. Et pourtant, Dieu sait qu'après le regret va être là de pas pouvoir, voilà, on n'a pas pu se dire les choses. J'ai pas pu lui dire que je l'aimais, j'ai pas pu lui dire que là j'avais de la peine parce qu'il allait partir, voilà. Donc on est en capacité, et c'est pas parce que la personne est malade et va décéder qu'elle n'est pas en capacité aussi d'entendre certaines choses. Au contraire, elle en a sûrement besoin. Donc il faut pas hésiter effectivement à se dire les choses clairement et tout simplement. Voilà. Comme ça vient, il n'y a pas de mots particuliers, il n'y a pas de process, de procédure, de quoi que ce soit. Juste, voilà, juste être présent et se dire les choses. Et des fois, juste être là et tenir la main aussi, c'est important. Parce qu'on peut avoir le cas où bah, notre proche qui va décéder n'est peut-être plus conscient physiquement, mais juste être là et tenir la main aussi, c'est important parce qu'on va forcément véhiculer de l'amour et ça c'est énorme. Et puis après, ben, une fois que la personne est partie, oui, surtout bah, continuer et laisser les gens, et je pense souvent bah, aux époux, aux épouses de personnes décédées qui vont sans arrêt parler
parler du défunt et où on va se dire, nous, on est proches, enfants ou voilà, famille, on va se dire, c'est pas bien qu'ils continuent à en parler parce que, bah si, en fait, si, parce qu'il ou elle en a besoin. Donc oui, il faut en parler parce que même si la personne physiquement n'est plus là, mais elle continue à vivre dans nos cœurs déjà, tout simplement. Donc oui, il faut en parler et puis aussi parce que le fait d'arrêter d'en parler, c'est comme si on l'a tué une deuxième fois, en fait. On la faisait disparaître une deuxième fois. Donc pour qu'elle puisse être présente encore et encore, donc oui, il faut continuer à en parler. Après, il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. On peut, on peut décider, bah, date d'anniversaire, de faire une fête. Si la personne aimait beaucoup faire la fête, faire une fête en famille ou entre amis. On peut peut-être se dire, ben, on plante un arbre ou une plante en sa mémoire. Et voilà, il y a plein de choses Qui qui peuvent être peuvent faits. être mises en place. Et ouais, pour pouvoir honorer la mémoire du défunt et faire en sorte que il ou elle continue à exister encore et encore dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans nos vies surtout. Alors moi, j'ai passé Mmh. un petit bonjour parce qu'il y a plein mal de monde qui sont arrivés. Donc à Christine, Tony, Linda, Amaya et notre chère amie commune qui doit avoir le même créneau horaire. Enfin, pas totalement parce que les horaires ne sont pas les mêmes. Clarisse, tu nous fais un petit coucou. Coucou Clarisse, on pense bien à toi. Ouais, D'ailleurs, c'est grâce à toi qu'on s'est rencontrés, donc c'est important c'est aussi. ça. Bien. Pour ma part, j'ai un petit rituel après parce que j'explique régulièrement à mes clients quand ils viennent, tu sais, suite à des deuils, je leur explique qu'ils Mmh. peuvent toujours parler même, au défunt, même s'il est parti. Je leur fais allumer une bougie et que cette bougie soit canal. Heu, Moi, c'est comme ça que ça se passe, avec mes défunts et donc voilà. Et je voulais savoir si tu peux expliquer aux gens pourquoi on ne peut pas allumer de bougie dans les hôpitaux et les EHPAD? Alors, nous, on le fait, mais c'est une bougie à LED, mais pas une vraie bougie. On peut pas, pour des questions de sécurité incendie, en fait, tout simplement. Tout simplement, mais après, oui, nous, dès qu'il y a un décès, on a la petite bougie, présent dans la chambre du défunt résident. Voilà, mais ça reste des bougies à LED, effectivement, on peut pas faire autrement. Voilà. D'accord, donc ça n'empêche pas les gens d'en allumer une en la mettant dehors, Alors de la à l'extérieur, ouais, au sein de l'EHPAD, c'est vrai que c'est compliqué. Une vraie bougie, c'est compliqué. On ne pourra pas. Mais c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de bougies à LED, effectivement. oui, c'est ce qu'on m'avait expliqué aussi Mmh. moi, au niveau des soins palliatifs, que je ne pouvais pas mettre une bougie. Il y avait un risque, d'incendie Oui, avec l'oxygène, parce qu'il y en a qui sont avec l'oxygène quand aussi, même, jusqu'au c'est bout, ça. quoi. Voilà. Donc mais je préférais que ce soit toi qui en parles, parce que ça fait partie des petites questions, Et qu'on n'ose après, voilà, peut-être pas il y a poser, la quoi. petite bougie à LED. Nous, on met souvent un peu d'encens. Enfin, voilà, on essaye de faire en sorte que bah, la chambre du résident soit plutôt cocooning pour que la famille puisse se recueillir comme il se doit. D'accord. Et une fois que malheureusement le défunt est parti, tu peux accompagner la famille combien de temps derrière à peu près? Bah, écoute, après, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va déterminer avec la famille. Moi, j'estime parce que bon, il y a pas de rien n'est écrit sur le temps pour faire son deuil et d'ailleurs, on fait jamais moi, j'aime pas dire faire son deuil parce qu'on ne fait pas son deuil. On apprend à À vivre vivre avec? avec. Voilà, tout simplement. Bah, écoute, moi, j'ai pas de, voilà, j'ai pas défini de délai. Moi, j'estime que, bah, ça s'arrêtera quand la famille, elle, aura décidé que, bah, là, elle peut gérer toute seule, en fait. Elle a plus besoin de ce support et de cet appui que peut être la doula. D'accord. Bien.
Bien, écoute, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais nous rajouter ou tu penses nous avoir fait un petit peu le tour? Bah, écoute, moi, je pense que j'ai fait le tour sur, voilà, sur la présentation effectivement de la doula et de ce qu'elle pouvait proposer. Maintenant, moi, j'encourage vraiment les gens à parler librement. On sait, et la preuve, hein, on en est des preuves vivantes, hein. Mm. On parle de la mort régulièrement, on n'est pas mort pour autant. Donc la mort aujourd'hui, le fait de parler de la mort ne tue pas. Donc au contraire. Donc moi oui, j'encourage les gens à en parler librement. N'hésitez pas à dire à vos proches ce que vous souhaitez, voilà, pour que bah, au moment où ça arrive, vos proches ne se retrouvent pas complètement à pas savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il ou elle aurait aimé, voilà. Donc il y a des choses qui existent pour ça. Enfin voilà, je pense aux directives anticipées, à pas mal de choses. On peut mettre et même le dire oralement, mais aussi le mettre par écrit. Enfin voilà, dire ce qu'on souhaite et jusqu'où on veut aller. Voilà, donc faut pas hésiter quoi. Faut pas hésiter vraiment, parce que D'accord. beaucoup de proches se retrouvent démunis après quand le décès a lieu et que bah, rien n'a été dit, Écrit. rien n'a été verbalisé, rien n'a été écrit. Mais voilà. D'accord. Et moi, j'ai une petite question de petite curieuse. Enfin, c'est vraiment pas, c'est même pas de la curiosité. Il y a il y a régulièrement des petits qui perdent leurs grands-parents. Euh, Est-ce que on peut s'adresser à toi pour expliquer au petit, ou est-ce que toi tu peux, enfin, je sais pas comment, je suis peut-être pas, mais pardon, je m'exprime peut-être pas très bien. Tu sais que pour les petits Alors, enfants, est-ce que ta question, c'est est-ce qu'on doit dire les choses aux enfants? Est-ce que les enfants doivent participer aux obsèques, c'est par ça, exemple? Parce que c'est plutôt souvent la question qui nous participer. est posée. Voilà. Voilà. Parce qu'on dit souvent, bah non, ils sont jeunes, faut les préserver. Alors, moi, je vais vous dire, et là, c'est mon expérience personnelle aussi qui va parler, parce que pour l'avoir vécu, effectivement, moi, enfin, de par mes origines, effectivement, on met souvent les enfants à l'écart. On ne dit pas les choses. Il y a des choses d'adultes. Moi, j'ai été éduquée comme ça. Il y a des choses d'adultes et des choses d'enfants. Voilà. Et effectivement, la mort, la maladie, etc., ça fait partie des choses d'adultes. Donc, on préserve. En pensant préserver les enfants, voilà, c'est plus simple de ne pas en parler, mais en fait, on ne préserve pas les enfants. Parce que les enfants se rendent compte de beaucoup de choses et bien plus vite qu'on peut le penser. Et moi, je préfère que les choses soient dites, mais clairement, que de les laisser s'imaginer des choses qui en fait ne sont pas des réalités et n'existent pas, et qu'après ça crée des traumatismes ou des peurs plus tard, et même voire à l'âge adulte, alors que voilà, si on les avait accompagnés en temps et en heure et qu'on leur avait dit les choses, et peut-être ça éviterait effectivement ces traumatismes plus tard. D'accord. Voilà. Donc si on me pose la question, oui, on doit annoncer aux enfants, on doit leur laisser le choix. Pour moi, il est important de leur expliquer les choses et de leur laisser le choix de participer ou pas. Que ce soit aux obsèques, que ce soit si toutefois il y a une veillée ou si toutefois il y a un hommage, on va souvent à la chambre funéraire pour dire un dernier au revoir. On doit pouvoir leur laisser le choix et leur expliquer, bien évidemment, si c'est leur premier décès, leur expliquer ce à quoi ils vont être confrontés. Voilà. Et c'est eux qui décideront si effectivement ils ont envie ou pas
d'être présent auprès de papy, mamie, peu importe, tonton, tata qui est décédé, et, et répondre à leurs questions parce ils vont avoir 15 000 questions en fait. Voilà, et répondre à leurs questions. D'accord, donc c'est comme la maladie, on dit les choses. On dit les choses. Alors Sophie, on va faire une petite aparté. Je voulais savoir, parce que nous avons une question donc sur ma messagerie perso d'une personne qui se posait la question. Quelle est la différence entre ton rôle et celui du curé du village auparavant? Parce qu'avant, le curé du village, il accompagnait jusqu'au bout, il était là pour donner la main. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les films après. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, oui, oui, avant, oui, tout à fait. Mais au même titre qu'avant, on savait accompagner nos morts et ou nos malades, et on savait, enfin, on faisait des veillées. Moi, j'ai connu petite, effectivement, des décès de mes grands-parents où pendant 3 jours et 3 nuits, on était présents, et en fait, venaient ceux qui voulaient venir, les voisins, etc. On se relayait auprès du défunt, et on priait, on pouvait chanter, on jouait aux cartes, aux dominos, etc. Enfin, c'était quelque chose de très vivant. On mangeait, on buvait, enfin, c'était vivant. Et on était présent pendant tout ce temps jusqu'aux obsèques auprès de nos défunts. Donc aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi une histoire de société, tout ça, ça se perd petit à petit. Aujourd'hui, la mort est froide. On meurt à l'hôpital, on meurt plus à la maison, on se retrouve en chambre funéraire. Enfin voilà, donc tout ça se perd petit à petit, et ce qui fait que l'accompagnement de nos défunts n'est plus l'accompagnement qu'il était avant. Et ça, je pense, un impact, et ça vient perturber effectivement après cette transition et ce passage vers l'après et vers l'au-delà. Maintenant, le positionnement par rapport au curé et par rapport au prêtre du village et par rapport à la doula, bah, le prêtre, lui, il va être là effectivement sur cette partie religieuse, peut-être aussi spirituelle pour certains, quand ils sont ouverts sur le sujet. Et là, je rebascule sur mon vécu personnel, parce que pour avoir essayé d'échanger, mais je tiens à préciser, hein, je respecte, je suis de religion catholique, j'ai été éduquée en ce sens. Je respecte les religions et je respecte les prêtres, mais beaucoup malheureusement ne sont pas ouverts sur le sujet. Et là, pour l'avoir vécu, effectivement, moi, personnellement, quand j'ai eu à échanger avec le prêtre de ma paroisse pour lui demander un truc tout bête, déjà, est-ce que vous pensez qu'il existe quelque chose après la mort? Parce que moi, effectivement, je vois des défunts qui reviennent me voir après, qui vont me demander des services, qui vont, voilà, mais je ne sais pas quoi faire avec tout ça, comment gérer. Et je me suis dit, qui de mieux peut-être que le prêtre de ma paroisse qui pourra m'aider et peut-être me conseiller. Oui, oui, j'ai eu un conseil ce jour-là qui a été très simple, c'était d'aller consulter un psy. Voilà. Euh, mais à côté de ça, on a des prêtres qui sont très ouverts, ouverts sur le sujet, et qui vont être présents et qui vont accompagner. Donc non, je pense que là, la différence, c'est que la doula va être très très présente, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien en amont, et va être aussi du fait que oui, le prêtre va être là pour donner le dernier sacrement, va être là pour tenir effectivement la main, consoler aussi les proches. Là-dessus, j'ai pas de souci avec ça, mais le prêtre sera peut-être pas là pour aider, peut-être administrativement parlant,
les proches à gérer, ce qui reste à gérer après un décès. Et Dieu sait qu'il y a des choses à faire. Ou peut-être on va pas être là non plus pour aider peut-être dans l'organisation des obsèques, voilà. Donc, disons que le champ d'action de la doula est quand même beaucoup plus étendu que ce que pourra faire le prêtre de la paroisse. Et puis n'oublions pas une chose aussi, c'est que aujourd'hui, le prêtre, le curé du village, comme tu disais tout à l'heure, n'est plus le curé du village, mais bien souvent le prêtre de plusieurs paroisses. Et donc, en termes de disponibilité, voilà, Oui. ça réduit aussi le champ des possibles. Oui, ce sont souvent des diacres même d'ailleurs maintenant qui font les cérémonies funéraires. Voilà. Et je voulais Donc, rebondir sur ce que tu disais parce que moi, quand mes grands-parents sont décédés, je me souviens, mon grand-père et ma grand-mère maternelle, c'était à la maison. Et donc, on mangeait à côté, enfin, on vivait avec eux, quoi. C'était normal. Mais autant, tu dis que la mort, voilà, c'est devenu froid, etc. Mais regarde les naissances, c'est pareil, en fait. On est dans des hôpitaux, on est tout de suite aseptisé. Faut pas que les enfants trop petits viennent les voir, faut pas embrasser un nouveau-né. Il y a tout ça maintenant qui est un petit peu ouais, il y a en fait, l'accueil de la ouais, vie, c'est la même chose pour le départ, en fait. tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que oui, effectivement, la personne est partie physiquement, elle n'est plus là, elle ne respire plus. Mais pour autant, est-ce qu'on ne doit pas lui dire au revoir correctement et peut-être être encore présent avant que vraiment, vraiment, on ne puisse plus la voir réellement, parce qu'elle va être enterrée ou parce qu'il va y avoir une crémation, etc. Enfin, jusqu'aux obsèques. Est-ce qu'on ne doit pas encore profiter de ces derniers moments avec elle et être présent à ses côtés Et la toucher, parce que je ouais. sais que ça peut être très compliqué. Moi, j'ai pas cette difficulté-là avec mes grands-parents et mes amis quand malheureusement ça s'est produit. J'ai pas eu cette difficulté d'aller les voir et d'aller les toucher. C'était juste le côté froid, le côté cire qui peut être impressionnant. Mais Le côté froid, oui, gêne beaucoup. Moi, j'avoue que pareil, jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup de mal avec ça, mais effectivement, j'ai eu la chance il n'y a pas très longtemps de pouvoir participer à des soins de corps, donc à une toilette mortuaire et à pouvoir en faire. Donc, j'ai appris effectivement, quelque part, moi, ça m'a réconciliée avec ce corps froid qu'entraîne la mort. Mais oui, c'est pas parce que effectivement on a quelqu'un de froid et à côté de nous, mais ça reste notre papa qu'on a aimé, qu'on a connu, ça reste notre maman qu'on a aimé, qu'on a connu, notre mari, notre enfant, et, euh, et encore, même si là, effectivement, il est décédé, je pense qu'il y a encore tellement d'amour à lui apporter et puis pour lui permettre effectivement de transiter comme il se doit et tranquillement, oui. d'accord. Et j'avais une question, mais elle est repartie, donc elle reviendra peut-être tout à l'heure. Je m'inquiète pas. J'avais une autre Donc question. voilà voilà. Oui, dis-moi. J'avais une autre question. Parce que dans les hôpitaux, je vais pas, surtout parler des hôpitaux, parce que j'ai connu un peu ça, il y a des personnes qui sont bénévoles, il y a des associations de bénévoles, tu sais, qui passent. Tout à fait, puisque Et du coup, ouais. quelle est, entre guillemets, la différence? Et puis, quelque part, alors on va parler un peu business, mais la valeur supplémentaire qu'apporte une doula. Parce que ces Alors, gens-là sont extrêmement bienveillants, tout comme toi. tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement, elle ressort souvent et beaucoup, effectivement, au sein d'institutions. Après, il y a aussi du bénévolat à domicile, ça existe aussi. Mais effectivement, il y a pas mal d'associations, les Petits Frères des Pauvres, Jalmav, voilà, qui existent et qui interviennent au sein d'unités de soins palliatifs, cancérologie, dans des EHPAD, dans des lieux comme ça divers et variés, mais toujours en institution ou aussi à domicile pour certains.
Mais en fait, encore une fois, et j'insiste sur le sujet, en fait, le bénévole est nécessaire et important. Le bénévole accorde du temps aux malades, mais c'est un temps qui est très bref. Il va arriver au chevet du malade, donc même si on essaye, et moi, pour avoir été en contact avec Jalmav, parce que effectivement, je voulais aussi moi pouvoir faire du bénévolat, donc on te demande une récurrence et de respecter cette récurrence. Donc tu vas venir une fois par semaine, par exemple, une après-midi au chevet du malade. Donc ce n'est pas forcément tout le temps le même malade, puisque quand tu te présentes dans le service de soins palliatifs, par exemple, tu vas échanger avec l'équipe soignante qui est en poste ce jour-là, et donc qui va t'orienter à te dire, tiens, aujourd'hui, va voir peut-être madame un tel qui va pas bien, ou monsieur voilà qui va pas bien. Mais c'est pas forcément, ça peut, mais c'est pas forcément le même malade que tu as vu la semaine dernière. Et c'est un temps qui est bref. Sur une après-midi, bon, tu vas voir 2 ou 3 malades. Voilà. Et c'est comme ça, voilà, régulièrement, toutes les semaines, tu reviens et en fonction, tu vois monsieur X ou madame Y. Voilà. Et donc, tu es là pour le malade. La doula, comme je l'ai dit tout à l'heure, la doula, tu interviens déjà en amont. Il y a un vrai suivi. Tu es présente tout du long, le temps nécessaire. Ça peut être la nuit, enfin voilà, s'il y a besoin d'une présence, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est déterminé en amont. Mais si le proche aidant a besoin d'être soulagé et que tu prennes le relais pour la nuit, pour 1 heure ou 2, pour 4 heures, pour 6 heures, enfin voilà, tu es présente et tu es là en fait. Ce qui n'est pas le cas du bénévole. D'accord. Tu es Oui, là aussi pour les proches, ce qui va pas être forcément le cas du bénévole. Tu vas être là aussi pour, je sais pas, le malade a besoin, je sais pas, j'aimerais bien que vous alliez m'acheter le petit journal en bas de la rue, machin, le truc, voilà, ou aller me faire une petite course, voilà. La doula va le faire, le bénévole ne va pas le faire. Voilà. Donc après, effectivement, le bénévolat reste gratuit et la doula est rémunérée. oui. Donc voilà. Donc oui, la doula est rémunérée, c'est un service qui est payant, donc ce qui peut freiner effectivement peut-être certaines institutions à pouvoir intégrer la doula au sein de ces thérapeutes, je dirais, entre guillemets, qu'elle pourrait proposer. Parce que il faut pouvoir l'intégrer au budget. Malheureusement, on est obligé de parler sous, hein, mais c'est aussi un peu c'est une réalité. Donc, il va falloir pouvoir l'intégrer au budget et voilà. Donc, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, mais en fait, ton rôle en tant que Tana doula, je vais resynthétiser un petit peu, c'est un petit peu comme une doula de la naissance, mais pour la famille. Donc, en fait, c'est juste Tout à fait. mettre de la douceur, de la paix, de la sérénité dans un contexte qui n'est pas nécessairement propice à cela. Exactement. Exactement. C'est pouvoir accompagner tout en douceur cette partie de la vie qui n'est pas évidente et qui est peut-être un peu plus compliquée effectivement qu'une naissance, quoi. Puisqu'une Oui, naissance, on sait l'accueillir dans la joie en général, mais la mort, c'est un peu plus compliqué, quoi. On a oui, du mal à y mettre peut-être un peu de joie et un peu voilà, alors que des fois, oui, on pourrait, même si ça peut paraître choquant ce que je dis, mais oui, peut-être que des fois, voilà, et certaines personnes le souhaitent aussi. tout à fait. Moi, mes enfants savent déjà qu'il faut faire la fête ce jour-là. Mmh. Ce sera mon Mettre nouveau, de la notre couleur, forme de les baptême, voilà, mettre de la voilà, couleur, les de tenues la de joie. deuil, certaines personnes n'en veulent pas. Voilà, effectivement. Non, moi, ils savent déjà tout ça, hein. Je les ai bien briefés sur le sujet. Tu peux avoir une chanson de
très bien. Parce que voilà, pour moi, c'est tellement important quelque part que notre sortie soit notre image, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et Et c'est là où le bénévolat effectivement ne peut pas intervenir. ouais, ouais. Tout comme alors c'est pas une fête, mais souvent, moi je suis bretonne d'origine et il y a souvent des cafés dans la foulée et c'est vrai que pendant ces cafés-là, on a tendance à beaucoup rire, on se remémore des moments plutôt agréables avec le défunt. C'est des moments de rassemblement aussi, Oui, tout à fait. familiaux. Donc, en région parisienne, ça se fait pas beaucoup en fait. Ça se fait, mais c'est pas Oui, c'est souvent très, voilà, c'est vite fait, austère. Austère, ouais. je Mmh, mettrais. mmh, mmh, mmh. Mmh. Mais il y a pas cette petite fête, voilà, après obsèques où on va se retrouver, on va partager un bon repas et puis, on va pas oser, on va peut-être pas oser rire quoi, oser, voilà, parce que, ça serait quelque part peut-être irrespectueux. Oui, Mais alors qu'en fait, irrespectueux de quoi? c'est Mmh, ça, c'est mmh. ça. Merci, merci, merci. Ah oui, j'avais une question. Tout à l'heure, c'était ça, je l'ai posé, j'ai écrit rapidement. Tout à l'heure, tu as dit que tu as eu l'occasion de faire une toilette mortuaire. Est-ce que le défunt peut te demander de participer à sa toilette mortuaire? Est-ce que ça fait partie des attributions d'une doula ou pas? Alors, si c'est quelque chose qui est au clair pour toi en tant que doula et si c'est que ça fait partie des services que tu veux proposer, alors moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est quelque chose parce que moi, je ne conçois pas l'accompagnement, voilà. Mais ça ne regarde que moi, hein, Tout à fait. encore une fois et je respecte celles qui ne le font pas, parce que c'est pas une obligation en soi. Moi, en tout cas, dans ma conception à moi, je me dis: «Voilà, je veux être présent vraiment à tous les moments et j'aimerais être présent à tous les moments si, le défunt le souhaite et la famille, bien évidemment et quand je dis à tous les moments, bah, ça veut dire aussi, après, au moment de la toilette mortuaire. Donc c'est un plus que j'aimerais proposer, donc que je ne pourrais pas proposer maintenant parce que je ne suis pas formée pour l'instant, À cette là-dessus. partie-là? C'est quelque chose que j'envisage effectivement. J'ai eu, oui, la chance de pouvoir, pratiquer par une amie et collègue qui, elle, a travaillé longtemps, dans des services, auprès de la morgue, dans les hôpitaux et qui, elle, est formée, à la toilette mortuaire, qui aujourd'hui a son auto-entreprise, donc voilà, qui m'a pris sous son aile, et qui m'a permis effectivement de découvrir, ce beau métier, parce que moi je trouve ça très beau, de pouvoir continuer cet accompagnement, de pouvoir préparer le défunt et de le rendre, aussi beau que possible, pour son dernier hommage et donc oui, c'est quelque chose que moi j'aimerais pouvoir proposer, plus tard après dans mes accompagnements. Tu vois, je me perds là dans le fil de ma Oui, de parce ma que tu discussion. voilà, tu es déjà dans ton on voit déjà Donc que le projet est déjà bien en route et que tu es en train de regarder. oui, Alors du coup, non, non, mais moi c'est clair dans ma tête, je sais oui, je sais où je veux aller. Mais voilà, oui, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir proposer et hem et oui, après, souvent les pompes funèbres, c'est quelque chose qui délègue aussi, qui délègue à des prestataires. Bah, la preuve, là, pour mon ami qui est, voilà, auto-entrepreneur, c'est quelque chose qu'ils vont, des fois qu'ils vont faire eux-mêmes ou qu'ils vont déléguer. Si effectivement, la famille le souhaite, et que j'en ai les capacités et que voilà, moi j'ai été formée à ça, donc oui, la famille pourrait demander et dire, voilà: «Moi je veux que le soin» alors attention, s'il y a pas de soins de conservation à faire, hein, parce oui, que, bah oui, c'est un on est bien métier ça, d'accord, hein. là c'est un autre métier. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, là c'est, C'est un autre on joue métier. pas à la même chose là, oui. Ah non, non, donc voilà, mais si on est juste effectivement sur une toilette mortuaire et oui, on peut, voilà. Si la doula peut le faire et le propose, oui. D'accord, bah écoute, je te remercie pour tous ces compléments
que nous allons pouvoir rajouter à la première vidéo. Merci, Eh merci, ben, merci Sophie en tout cas. merci. Merci à toi de m'avoir accordé ce moment et de m'avoir permis de partager tout ça. Et puis j'espère que oui, tout ça va avancer, ça fera son bonhomme de chemin et que les doulas de fin de vie seront un peu plus reconnues, mais en tout cas elles existent. Donc C'est ça. voilà, n'hésitez pas à vous en saisir. Oui, puis ne serait-ce qu'à se renseigner, parce que c'est important Mmh. aussi de savoir toutes les opportunités qu'il y a autour de nous et Ouais. dans quel contexte, quoi. Voilà. Mmh. Merci, 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 merci Sophie. C'est adorable à À toi de bientôt. m'avoir donné de ton temps. À très bientôt. Au revoir. Allez, bye. Bye. Super. Écoute, merci, 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 merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que je n'ai pas été trop Merci à toi pour ce perturbante. petit moment. C'est cette grande première. Et oui. Écoute, c'est une grande première depuis la semaine dernière. En fait, j'ai commencé la semaine dernière. Et donc, tu étais la 3e personne invitée. Et donc, la semaine prochaine, nous allons recevoir Delphine qui fait du tarot et qui va nous expliquer un peu son outil chelou Catarot. Voilà. Bien, merci infiniment, Sophie. Je vais mettre ton lien vers ta page pour que les gens puissent te connecter. Mmh. Et si vous souhaitez vous connecter et que ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez me demander son téléphone. Je vous le redonnerai avec plaisir. Merci beaucoup, Laurence, avec grand plaisir. et merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et très belle réussite à ton examen. Donc, l'année prochaine. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.